Bienvenue à l'île Maurice, paradis perdu dans l'océan Indien. Ces paysages de carte postale au cœur de l'archipel des Mascareignes. Lieu de rêve pour la 3e escale de la Globe 40, après une étape dantesque pour les engagés du Tour du Monde. Le résumé de la course, les témoignages des navigateurs, la découverte de l'île Maurice, son histoire, ses traditions et ses réalités sont au menu de ce nouvel épisode. L'île Maurice à travers le Morne, à la découverte d'un territoire plusieurs fois colonisé et meurtri, aujourd'hui riche de sa diversité culturelle et géographique. Hamas s'adjuge l'étape reine. L'équipage nord-américain nous raconte son périple victorieux sur ce qui était la plus longue étape de la Globe 40. Retour vers le futur. À Maurice, nombreuses sont les associations qui tentent de redonner à l'île sa faune et sa flore d'antan. Entre replantation d'espèces végétales et réintroduction d'animaux, rencontres avec des amoureux de la nature. Des galères en enfer. Attendue comme la plus redoutable du Tour du Monde, la 2e étape de la Globe 40 a généré son lot de frayeurs et de mésaventures. Mais toute la flotte est arrivée à bon port. L'île Maurice, une beauté menacée. Les lagons turquoises font la renommée mondiale de l'île, mais ses récifs coralliens sont en danger et une prise de conscience globale est urgente. Arc-en-ciel, pirates, farces et plaisirs culinaires. Les skippers nous racontent leurs meilleures anecdotes vécues lors de cette 2e étape. Fly fishing and it's always shocked. I really couldn't eat anymore. In the corner of the bunk and it's wow! Enfin, les régates de pirogues sont une tradition ancestrale à Maurice. Elles font leur retour après 2 ans de suspension à cause de la pandémie. L'île Maurice, escale tropicale, dans un lieu paradisiaque, qui plus est, stratégique dans la construction de l'épreuve autour du monde. C'était évidemment dans notre parcours, avec cette volonté de faire des étapes qui soient originales et qui soient nouvelles, et qui correspondent à un bon relais entre l'étape en Atlantique et l'étape suivante dans le Pacifique. C'est la première fois qu'une course au large internationale a fait étape à Maurice. Un choix également motivé par un impératif de sécurité, permettre aux classes 40 d'éviter la navigation trop au sud, près des îles Kerguelen et des zones de glace proches de l'Antarctique. Mon île, c'est comme un petit arc-en-ciel perdu dans l'océan. Un destin multiculturel. Une très riche histoire précède l'escale de la Globe 40 sur l'île Maurice. Découverte par les Africains, assujetti par les Romains puis par les Arabes, ce petit pays à 1000 km à l'est des côtes africaines a ensuite subi la course à la colonisation de différents pays européens. On a eu les Portugais qui ont découvert l'île
Ils ne se sont pas vraiment installés. Ensuite, nous avons eu les Hollandais. Eux, ils ont développé l'est de l'île, Grand Port. Et ils ne sont pas restés très longtemps. D'après ce qu'on dit, ils ont eu pas mal de soucis avec certains esclaves marrons qui s'étaient sauvés et qui pillaient le village à l'époque. Et aussi, ils sont arrivés dans une période où ils avaient eu beaucoup de cyclones. Ils ont enchaîné beaucoup de cyclones. Donc ça les a un peu dégoûtés de l'île. Cette île ça a vraiment un patrimoine maritime exceptionnel. Après les Hollandais, les Français sont arrivés et eux, ils sont installés pendant très longtemps, donc ils ont développé un peu plus l'ouest et le nord de l'île. Les Français ont gardé l'île jusqu'en 1810 où ils se sont fait attaquer par les Anglais. Et après ça, Napoléon a cédé l'île aux Anglais. Je pense qu'il y a eu un compromis. En cédant l'île, ils ont gardé l'île de la Réunion. À ce moment-là, l'île est restée aux Anglais de 1810 à 1968. Nous avons eu notre indépendance. Lieu iconique de l'île Maurice, la montagne du Morne, 550 mètres au-dessus de l'océan, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, aussi bien pour sa beauté que pour son importance mémorielle de la période coloniale. C'était vraiment un lieu de résistance et de refuge. Certains colons anglais étaient venus ici pour récupérer des esclaves comme main-d'œuvre. Sauf qu'à l'époque, beaucoup d'esclaves ont pris peur. Pour eux, ils croyaient qu'ils allaient retourner, être capturés à nouveau et retourner à l'esclavage. Certains esclaves se seraient jetés ici de désespoir. Et c'est pour ça aussi que c'est un lieu très symbolique. Aujourd'hui, on est dans un pays multiculturel et on arrive à vivre avec différentes cultures. C'est ce qui rend notre pays, enfin mon pays, je dis, magnifique parce qu'il y a plusieurs cultures afro-mauriciennes. Vous avez les gens qui viennent un peu de métropole, d'Europe. Vous avez des gens qui viennent d'Asie, un peu plus du sud de l'Asie, de l'Inde, du Pakistan. Donc on a différentes religions, différentes cultures qui sont toutes mélangées ensemble. Et on a réussi à arriver à quelque chose d'assez positif. L'histoire de la colonisation de l'île débouche aujourd'hui sur une nation de cohabitation et de partage. J'étais convaincu que cette deuxième étape allait aussi être quelque chose de différent. L'hégémonie japonaise sur la Globe 40 n'est plus. Contrairement au prologue à la première étape, Milai n'est pas arrivé en vainqueur à Maurice. C'est l'équipage américano-britannique Hamas qui a débarqué en premier dans la baie de Port-Louis. Une arrivée victorieuse après un long périple. 35 jours, 10 heures, 42 minutes et 42 secondes, sourire aux lèvres et très tiré. Un peu plus d'un mois en mer pour parcourir 7667 milles et contourner l'Afrique d'ouest en est. Cap-Vert, île Maurice, c'était l'étape la plus longue de la Globe 40, une étape très tactique et stratégique. It was weird getting on land, it's all wobbly but yeah, definitely tired. We sort of tried to get a fair amount of sleep and it helps being two-handed, but yeah, definitely tired. L'idée de départ de Craig Horsfield et Oliver Bond était de suivre Milai à la trace pour tenter de le doubler dans la remontée finale vers l'île Maurice. C'était sans compter sur les problèmes techniques du rival japonais. We managed this leg by breaking it into 4 pieces, and it's very simple. It's one short race from the Cape Verdes in the acceleration, which is 2 days. Exit the Cape Verdes, stage 1. Stage 2, Atlantic to the south, deal with the South Atlantic high. Stage 3 is in the south, Cape Good Hope, Agulhas, and then stage 4, the Indian Ocean. And we have a plan for each stage.
Milai stopped, changed the race because we were actually on a really great race with them, and we were just trying to keep up with them. And it was good for us because we haven't sailed the Class 40 for a while, so we could kind of see how far off the pace we were and where we needed to improve. And so we were looking at every sked and trying to see if they were gaining or we were gaining, and what we needed to change, and to try different sail combinations to keep up with them. And so when they headed up to Cape Town, it was a shame because he sort of lost that bit of the racing, and sort of focus shifted to just getting the boat back safely. Although we had the Dutch not that far behind, so we had to keep pushing the boat as well. We were no longer in this competitive mode to push. We suddenly changed the plan to be, okay, let's not break and maintain our lead, which is different because it's very easy to fall back into not sailing enough. So, yeah, it changed. Le duo américano-britannique le concède volontiers, le pit stop opéré par Milai en Afrique du Sud les a placés dans une position idéale pour remporter cette deuxième étape. Une fantastique opportunité qu'ils ont su ne pas galvauder. C'est une très bonne surprise parce que finalement le prologue et la première étape n'étaient pas marquants en termes d'analyse sportive. On savait déjà que c'était très proche, mais sur une longue distance comme la première étape, de voir que finalement l'ensemble de la flotte est très proche, donc ça crée la compétitivité de l'épreuve, c'était vraiment une très belle surprise. L'île Maurice, des paysages de carte postale. En apparence, un lieu idyllique. Pourtant, sa faune et sa flore sont en péril depuis des décennies. Il y a eu des espèces envahissantes, des prédateurs venus d'ailleurs qui sont arrivés. Il y a eu des friches de forêt, donc on a perdu pas mal de forêt aux dépens de l'agriculture par exemple et du développement, qui fait que ce que nous avons à Maurice en termes de plantes et d'animaux endémiques de Maurice sont aujourd'hui très menacés au niveau mondial. Et c'est ça le challenge, le défi que nous avons, c'est de sauver tout ça de la disparition. Des ONG se sont mises en tête de sauvegarder le patrimoine naturel de l'île, et même de le restituer. Dans la vallée de Ferney, réserve naturelle, on tente de reconstruire la végétation d'autrefois. Notre but, c'est de faire des travaux de restauration, d'enlever les plantes envahissantes et de venir redonner cette forêt à ce qu'elle était avant, de la faire devenir une forêt primaire avec toutes ses qualités. Parce que vous savez qu'à Maurice, nous avons 5% de forêt primaire à Maurice et on a une très grosse dégradation de l'écosystème. Érosion, construction qui gagne beaucoup les endroits. Et donc notre but, c'est de faire la prolifération de ces plantes endémiques afin de rendre cette forêt comme elle était il y a 400 ans de cela. Pour ce faire, ces botanistes récupèrent des graines et des plantules d'arbres existants, puis les font germer sous serre avant de les réimplanter dans leur milieu naturel, tout en tenant compte de la faune présente dans la vallée. Avant, quand on venait ici, les forêts partaient jusqu'aux plages, hein. Donc il n'y avait pas de champs de canne à sucre et tout. Et il y avait tout un système qui vivait avec, la faune et flore. Donc aujourd'hui, notre but, nous, c'est de venir planter, aussi de planter en suivant l'espèce des oiseaux qu'on a relâchés. Le pigeon qui aime certains arbres, comme le Puparia bonica, le bois poupard, qui est un arbre idéal pour l'habitat, et ainsi que les graines servent de nourriture aussi aux pigeons. Alors donc c'est notre but de grandir ces travaux en extension, et tout en relâchant les oiseaux qui vivaient il y a 400 ans de cela. Animal totem de l'île, le dodo n'a pas pu être préservé et s'est éteint dans les années 70. S'en est suivi une prise de conscience de l'importance de la sauvegarde de la faune. Depuis, la grande fierté des Mauriciens, c'est d'avoir réussi à sauver la cresserelle, toute proche de disparaître il y a 40 ans. Grâce aux efforts de conservation entrepris à partir des années 70, aujourd'hui, non seulement cet oiseau a été sauvé de la disparition, mais cette année-ci, elle est devenue l'oiseau national de Maurice.
Donc c'est une très grande fierté, 50 ans après, de sortir cet oiseau qui allait mourir et de la faire symbole, emblème vivante de notre République. À Maurice, la préservation de la faune et de la flore est primordiale sur Terre, mais elle l'est tout autant, voire plus encore, sous l'eau. On le verra dans un instant. Mentally and emotionally, God, I am worn out. It's a long haul, a lot happened, and we had a lot of setbacks. L'enfer était prédit aux concurrents de la Globe 40 entre le Cap-Vert et l'île Maurice. Les difficultés recensées en faisaient clairement l'étape clé de ce tout premier tour du monde en classe 40. Près d'1 mois et demi en mer et de nombreuses galères pour quasiment tous les skippers. You always have things break and go wrong. But there was one week where literally every day it seemed like a sail tour. And by the end you're like, honestly, what else can I do here? And we weren't even pushing it. So that was hard. That was hard. And unfortunately, we had a key problem before the Cape Town, and we decided to stop at the Cape Town to repair that. The weather got deteriorated over and over and got really bad, and now we got alerts from the Globe 40 management to reroute north. La navigation dans les mers du Sud en plein hiver était particulièrement redoutée. La majeure partie de la flotte a donc opté pour une trajectoire proche des côtes, mais pas Griffon solo, qui a vite regretté sa décision. Getting around the Cape of Good Hope, it's the Cape of Storms, and it's earned its reputation as a very, very difficult place to get around, and we earned every bit of it, and it took us forever. Literally, it feels like it took us forever. Passer la pointe d'Afrique du Sud, c'est descendre très bas en latitude, et c'est une période de l'année qui n'était pas forcément la plus favorable. C'était notre premier moment critique dans le parcours. It's not a place where human beings are welcome. It's cold and really rough. It's dark. It was getting dark at 4 p.m. and in the morning the sun will come up at 8 a.m. So it's really long nights, really rough conditions, really cold and wet and rough. Malgré ce passage hivernal de la pointe africaine, un seul bateau a dû faire escale pour une avarie, et pas n'importe lequel, Milai, le favori de l'épreuve. And that is really, really difficult decision because we are keeping the first place, and we were thinking a lot until last moment. But it was good decision to stop the Cape Town because we knew what the problem on our keel. L'équipage japonais n'a pas été le seul à devoir tirer un trait rapidement sur la victoire d'étape. Sur ce parcours très stratégique, une seule petite erreur a condamné les Néerlandais de Sekayai à une nouvelle deuxième place, leur troisième depuis l'entame de la course. We made one little mistake 5,000 miles ago, and we could not get back into the lead of the fleet, in the head of the fleet. And I knew we would have made it, and it was only due to different weather systems, where we just did not make the next front, and the door was closed, and we lost again. And then we fight again, and we came closer, and the next door closed. So that was a little bit disappointing. But overall, a second place on the oldest boat in the fleet, knowing you're not able to go as fast as the other ones can go, we can only be very proud of ourselves and proud of the boat. Every leg till now we are second in the prologue, second in the first leg, second in the third leg. It means that we are doing well. We have to level up a little bit to get number one, but we'll push the next leg to try to be number one. Au final, la satisfaction demeure, pour les skippers comme pour l'organisation, car il s'agissait pour tous d'un examen de passage important.
un gage de fiabilité pour les engagés, de crédibilité pour les organisateurs. Aux yeux du monde entier, Maurice, c'est avant tout ces sublimes lagons turquoises qui dessinent les contours de l'île. Au total, 243 km² d'étendue translucide, préservés par la barrière de corail. Des récifs en grand danger. Stressés par le réchauffement climatique et l'activité humaine, les coraux mauriciens sont endommagés à 75%. So we have approximately 20% of our reef which is structurally functioning. That's a big impact, a big decline in our coral reef because we are known to have a diversity of corals, we are known for tourist attraction because of our beautiful lagoon. So coral reef around here, so to have a beautiful lagoon like this, they act as a wave breaker. So when high intensity, high energy of waves coming towards the land, so they act like a barrier. And on the coral reef, there is vivid of life. The biodiversity is wow over there. So you have different species of fishes, different species of animals living there. Dans une eau toujours plus chaude, idéale pour les touristes, pas pour les espèces animales, ni pour les coraux. The tourists that you have in Mauritius, it is because of the beautiful sea that they have around the island. The amazing food, fishes and octopus, which is very eaten here, they come from the sea. And if we don't preserve these habitats, we'll lose the tourism, we'll lose the octopus, we'll lose the fish, among many other things. Bernardo Nascimento est le directeur de la conservation et de l'éducation à l'aquarium Odisseo de Port-Louis. Originaire du Cap-Vert, il s'est vite rendu compte en arrivant à Maurice du manque d'intérêt des habitants pour l'aspect maritime de l'île. I didn't feel that Mauritians, they have a very strong relation with the sea. They are in the middle of the sea. It's a sea nation in the sense that they have a huge territory that is the sea, 1,127 times bigger than the land. And I feel that they do have this attraction and they go and stop in the beach. They have this picnic initiative, which is very usual among the Mauritians, but there is a lot to discover. And that is a little bit the role that we have here, that is to try to bring people to pass this barrier, which is the beach, and go inside the sea, discover the importance of the sea, the service that the sea provides to us, and also what they can do to protect the sea. Car l'heure est grave. La température moyenne de la mer est passée de 29 degrés en 2012 à 33 degrés l'été dernier. Le récif corallien est si mal en point qu'une étude récente prévoit sa disparition totale d'ici à 50 ans. Pourtant, ce constat alarmant ne trouve pas de véritable écho auprès de la population mauricienne. Alors, les spécialistes de l'aquarium Odisseo de Port-Louis tentent de sensibiliser les habitants à l'importance de la biodiversité marine de l'île. On souhaiterait que les gens comprennent que protéger l'environnement, c'est pas juste protéger le bout de corail qu'il y a ici ou le bout de forêt qu'il y a là-bas. La protection de l'environnement, c'est une vision intégrée des choses. Ça passe avant tout par un changement chez nous, dans nos habitudes quotidiennes. On a compris que le tourisme durable, c'est bien. On a compris que l'environnement est important pour l'économie. Donc je pense que les choses vont se prouver être assez belles pour l'avenir. Cette sensibilisation entamée il y a une dizaine d'années commence à porter ses fruits. Les mentalités sont en train d'évoluer. En 40 jours à voguer autour de l'Afrique, les skippers ont accumulé des tas d'anecdotes. Entre hallucinations et blagues potaches, découvertes culinaires et apparitions féeriques, les marins nous livrent leurs meilleurs moments de cette deuxième étape. Most important was trying to make fun of each other on the boat.
So Franz is scared a lot and easily. So whenever he's doing something, I just flap him in the face and say fly fish, and then he's always shocked. And that's like he's on top of the mast in the 2 seconds. That's how much he got shocked. So he does other things to me. He can tell you. I come inside and Ivan was in the corner of the bunk and he said, wow! Oh! A lot of time we did it to each other. We try to have as much fun as possible. There was a rainbow, full rainbow, and the light reflecting from the rainbow came right to the boat where I was sitting. So I could see like a line of the rainbow coming right at me, and I was like, all right, I'm gonna be fine. Like a rainbow shining on me, things can't go wrong. I bring Japanese ramen from Japan, and I bring a sati ramen from Japan. But Andrea ate almost everything. I really fell in love with Japanese food on board. I really couldn't eat any more dry French, Italian, Dutch food. I just really enjoy the Japanese food. He stopped to eat the Italian food and now he eats only the Japanese food. That is a good memory for me because I pick up his stomach now. In the middle of the night, we were nowhere. We were somewhere in the middle of the Atlantic, and I looked out and I see this light. And I say to Joe, hey, there's nobody on AIS. The radar reads a very little signal. It's a small boat. This is weird. I don't know if they're pirates. And I started having all my alerts. I'm like, we're gonna shoot them with rockets, and we gotta do something. Where's the knife? And no boats, no small boats around here. Those guys are up to no good. And our radio doesn't work because 3 times we were not able to fix it. So then what happened? We monitor it, and then we look at the positions, and they're kind of moving with us. And I say, maybe we should turn the lights off. This can be a bad situation. After a long time, we realized it was Whiskey Jack. We could see them. Au sud-est de l'île, dans la baie de Grand-Port, plusieurs fois par an, la mer se pare des couleurs de l'arc-en-ciel. Les régates de pirogues traditionnelles forment un ballet aquatique multicolore sensationnel, l'une des attractions sportives les plus prisées sur les lagons mauriciens. En préambule de la course, la plage devient une fourmilière où plusieurs centaines de passionnés s'activent pour préparer les bateaux. On organise des régates presque une fois par mois. Mais après le Covid, 2 ans, on n'a pas fait de régates du tout. Et aujourd'hui, c'est les premières régates qu'on a fait après le Covid. Mais on n'a pas assez d'entraînement. Mais aujourd'hui, on a fait une petite régate pour des entraînements. Généralement, une quinzaine de bateaux sont engagés. Des pirogues dérivées des barques traditionnelles des pêcheurs, dont l'une des particularités est la fabrication artisanale, avec des matériaux de l'île. Les bateaux traditionnels, on utilise des bois, de bambou. Mais c'est les bateaux professionnels pour les régates. C'est ces bateaux, les professionnels de l'île Maurice. Pouvant mesurer jusqu'à 8 mètres de long, ces pirogues se pilotent d'une manière bien particulière. À bord, cela donne lieu à un véritable jeu d'équilibristes, une chorégraphie millimétrée réalisée par une douzaine de funambules chargés de contrer la puissance du vent et de maintenir à plat la pirogue. Restez là où la mine, restez! Il faut 10 ou 12 d'équipage dans le bateau pour que le bateau avance. S'il y a moins de vent, il faut mettre plus vent et de voile. S'il y a trop de vent, il faut mettre moins de voile. Non, j'ai des grands. La prochaine étape de la Globe 40 mènera la flotte en Nouvelle-Zélande. Destination Auckland, escale mythique pour tout marin. D'ici là, les skippers passeront de nouveau plus d'1 mois en mer, à traverser l'océan Indien, passer au sud de l'Australie pour rallier l'éternelle cité de la voile.
L'équipage nord-américain Hamas confirmera-t-il sa prise de pouvoir? Milai rattrapera-t-il le retard dû à son avarie de quille? Les Néerlandais de Sekayai s'imposeront-ils enfin? Réponse dans le prochain épisode du magazine de la Globe 40. Bon vent à tous.